Bonjour à tous, excusez-nous pour ce retard, les aléas du live. Je suis Capucine Canon, je suis la rédactrice en chef des éditions internationales lepetitjournal.com, journaliste, et je suis ravie d'animer cette conférence autour de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, et Hong Kong, nouvelle terre d'opportunités pour les Français de l'étranger, pour les expatriés. Alors, je vais commencer une petite introduction pour vous présenter un petit peu le décor de l'ASEAN, le décor de l'Asie du Sud-Est et pourquoi ce sont des terres d'opportunités, pourquoi chacun des pays représente une terre d'opportunités. Et ensuite, je laisserai la parole à mes collaborateurs ici présents, Julien Mathieu et Rachida Kassi de la CFE. C'est parti. Est-ce que... Oui. Alors, d'abord, pourquoi l'Asie du Sud-Est Voilà. L'autre jour, je suis allée à une conférence de Business France et ce que j'ai retenu, c'était le message c'est le moment d'y aller, c'est le moment, allez-y, foncez, vos concurrents, ils sont déjà. C'est une phrase qui m'a beaucoup marquée en tant que journaliste. J'ai voulu creuser pourquoi l'ASEAN est tant une terre d'opportunités en ce moment. Alors, il y a trois points que je voulais souligner tout d'abord pour introduire cette conférence. C'est d'abord que les économies de l'ASEAN, aujourd'hui, elles cherchent des alternatives et des opportunités autres qu'américaines et chinoises, du fait du contexte géopolitique aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui sont en train de se créer, notamment industrielles, technologiques, innovation et évidemment IA. La France aussi est un grand partenaire de l'Asie, de la région ASEAN. Elle encourage énormément ses entrepreneurs à s'installer là-bas. Le président de la République ainsi que le gouvernement se déplacent régulièrement en ASEAN et ce n'est pas pour rien. Et le climat des affaires est très porteur. On le sait qu'il y a beaucoup d'opportunités, notamment de santé en Indonésie, d'automobile aussi, l'automobile électrique notamment, la technologie, l'IA encore une fois, mais c'est vraiment un climat d'affaires qui est extrêmement positif. Les pays d'Asie sont très bien positionnés dans l'indice du climat des affaires. Je vais aller dans le détail de quelques pays. Je vais commencer d'abord par Hong Kong. Pourquoi Hong Kong est aujourd'hui considéré comme une terre d'opportunité? Déjà, il y a beaucoup de facilités d'installation au niveau des impôts. Alors voilà, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais créer une entreprise à Hong Kong est extrêmement facilité. Il y a beaucoup de services qui sont en ligne, beaucoup de paperasse à limiter et donc une grande efficacité si vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat à Hong Kong. L'écosystème est extrêmement porteur, beaucoup de start-up, beaucoup de jeunes entrepreneurs, beaucoup de digital nomades, la tech, la finance évidemment, c'est vraiment un terreau pour les entrepreneurs là-bas. Et puis, il y a une relation extrêmement privilégiée avec la France. Il y a plus de 300 filiales françaises qui sont installées à Hong Kong. Ça, c'est un chiffre que j'ai trouvé en 2023. Il y a des bureaux régionaux et il y a énormément de filiales de grands groupes français installés à Hong Kong. Il y a aussi le Vietnam, si vous êtes intéressé par le Vietnam. Alors le Vietnam est connu pour avoir une relation historique privilégiée avec la France et donc de fait des grands groupes sont installés au Vietnam. Je pense à Thales, je pense à d'autres groupes notamment qui ont monté des grands projets comme le métro à Hanoï. Il y a énormément de PME innovantes et puis dès qu'il y a un gros projet comme ça, il faut toujours avoir en tête qu'il y a un écosystème qui se met en place avec plein de petits acteurs qui sont nécessaires pour faire marcher ces projets. Il y a beaucoup d'ambition. Le Vietnam a énormément d'ambition économique, énormément d'ambition de croissance. La BPI a mis le Vietnam au rang des 5 marchés d'exportation les plus prometteurs en 2026. Et puis, il y a une relation aussi privilégiée avec la France. Le président de la République s'est rendu en 2025 au Vietnam pour échanger et il y a de nombreux accords commerciaux qui ont été mis en place. Je voudrais parler aussi de la Thaïlande. La Thaïlande, c'est évidemment aussi une terre d'opportunité, aussi du fait de sa situation géographique. Elle est au cœur de l'ASEAN. Il y a 70 millions de consommateurs potentiels. C'est une région touristique évidemment très très privilégiée. Les Français apprécient aller en Thaïlande. Il y a beaucoup d'aides et de facilités qui sont mises en place pour pouvoir se lancer dans le monde de l'entreprise. On notait que justement le rapport de la Banque mondiale classe le pays 21e au monde. Et puis la France et la Thaïlande ont une relation très privilégiée, 9e partenaire en Asie, 2e partenaire commercial. Pareil, des centaines et des centaines de filiales de grands groupes français. Il y a énormément d'opportunités en Thaïlande pour y travailler ou lancer une entreprise.
Je ne peux pas parler de l'ASEAN sans évoquer évidemment Singapour, la cité-État, le hub financier et économique de l'ASEAN. C'est 60% des exportations françaises dans la région. Il y a plus de 1000 entreprises françaises qui sont installées à Singapour. Il y a des opportunités extraordinaires comme des zones économiques qui sont mises en place, notamment entre la Malaisie et Singapour, qui s'appelle Johor Singapore. C'est 2 fois l'espace Shenzhen, donc c'est vraiment une magnifique opportunité et il y en a évidemment bien d'autres. Le VIE, alors le VIE, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est le volontariat international en entreprise. Ce sont des jeunes qui ont des opportunités de pouvoir avoir des expériences dans le monde de l'entreprise. Et Singapour représente un des viviers les plus importants au monde de jeunes VIE. L'Indonésie, alors l'Indonésie mérite d'être soulignée. Il y a 2000 filiales françaises en Asie Sud-Est au global et il y en a 250 en Indonésie. L'automobile monte de plus en plus, la santé aussi. Il y a des grandes réserves de ressources naturelles. Le pays a vraiment envie de s'ouvrir de plus en plus, de faciliter son business. Et puis voilà, il y a aussi l'agroalimentaire, la défense, la logistique et les transports qui sont des secteurs très porteurs en Indonésie. Je voulais quand même souligner que tous ces pays ont des avantages, des atouts, parfois des points à améliorer. Il y a toujours sur place des personnes qui peuvent vous aider, des réseaux qui peuvent vous aider à vous installer dans le pays. Il y a évidemment les conseillers du commerce extérieur. Ce sont donc des personnes qui sont nommées par décret, qui sont volontaires, qui sont bénévoles. Et il y en a des 850 qui sont dédiés à l'Asie. Il y a aussi évidemment la team France Export, BPI France, Business France, les chambres de commerce. Ce sont des conseillers qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner dans vos projets économiques, business, emploi, etc., etc. Il y a aussi à titre personnel des associations d'accueil, les associations de la FIAF, qui vous accompagnent pour vous installer avec votre famille, avec vos enfants. Donc, ne surtout pas hésiter à s'appuyer sur eux, à ceux qui vivent déjà là-bas. Les communautés françaises sont extrêmement soudées et j'en sais quelque chose. Il y a aussi des guides pratiques, évidemment, de votre serviteur de petitjournal.com que nous mettons en place pour savoir comment se loger, comment travailler, comment prendre sa retraite, comment étudier et comment entreprendre à l'étranger. Et puis, évidemment, il ne faut surtout pas hésiter à prendre un rendez-vous gratuit avec la maison de l'expatriation. Voici quelques exemples de guides que l'équipe de journalistes du petitjournal.com réalise chaque jour, chaque année, mis à jour régulièrement. N'hésitez surtout pas à vous rendre sur lepetitjournal.com de manière générale. Encore une fois, n'hésitez aussi pas à vous prendre un rendez-vous gratuit et personnalisé à la maison d'expatriation. C'est bien beau de dire tout ça, s'installer avec sa famille, la scolarité, l'entrepreneuriat, les opportunités business, mais il y a quand même 2 règles d'or qui sont essentielles et c'est pourquoi je suis accompagnée des membres, des référents de la CFE. C'est comment se préparer à une expatriation en ASEAN, comment se protéger. Et là, je vais me tourner vers mes voisins. Julien Mathieu, bonjour. Bonjour. Et Rachida Kassi, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi l'ASEAN est une terre d'opportunités pour les expatriés? Bien sûr, merci beaucoup. On est ravis d'être là. Alors moi, je suis de passage parce que j'habite en Asie depuis plus de 10 ans. Ça fait 13 ans que j'habite à Hong Kong et que je me déplace pas mal dans la zone. Et une vingtaine d'années en tout, je suis expatrié. Je suis français à la base et j'ai fait le choix, comme peut-être certains d'entre vous, de partir, de découvrir une autre culture. Au début, c'était pour 2, 3 ans, comme beaucoup. Et puis finalement, je suis resté. Resté pour faire quoi? Avec une double expérience de cette expatriation et de voir à quel point la santé pouvait être un sujet en fait négligé parfois par les Français parce que ça peut coûter cher quand on est à l'étranger et que les systèmes sont assez différents de ce qu'on connaît ici. J'ai cofondé un acteur des assurances santé en Asie qui s'appelle Alea et qui travaille avec beaucoup de Français, notamment dans la région, d'entreprises aussi. Ça va des jeunes qui viennent pour quelques mois, aux familles, etc. Et notre rôle est vraiment de les aider à comprendre, à décortiquer toute l'offre d'assurance santé. On travaille avec une trentaine d'assureurs et j'ai le bonheur et le privilège d'être aussi le référent de la CFE. C'est à ce titre que je suis là aujourd'hui et donc de représenter la Caisse des Français de l'étranger dans la région. Voilà. Alors, on peut passer sur les slides? Oui, Oui, on va c'est juste vérifier parti. que niveau... C'est bon.
c'est bon. OK. Alors, vous vous demandez peut-être, selon votre configuration, et ce que vous allez faire, quelles sont les opportunités et la taille du marché? Capucine en a parlé un petit peu et je pense que c'est important de regarder notamment, et de bien présenter, la taille des marchés en termes de population. Alors bien sûr, il y a des PIB par habitant très différents. Singapour sur l'ASEAN et Hong Kong sont évidemment les 2 pays dans lesquels on a le plus de richesse par habitant, avec des populations assez petite, puisque Singapour c'est 6 millions, Hong Kong c'est 7 millions et demi. Mais on voit que les gros poids lourds en termes de marché de consommateurs en Asie sont les quatre grands, Indonésie, Philippines, Vietnam, Thaïlande, avec de 70 à presque 300 millions d'habitants. Le Myanmar est un très gros marché aussi intéressant en termes de consommation, avec un PIB par habitant plus bas, mais c'est vrai que les troubles récemment ont fait qu'assez peu de gens finalement s'y installent. Le Cambodge, le Laos sont des pays plus petits, mais très agréables aussi à vivre, on en parlera. Au niveau de la présence française, alors, c'est une zone où comme tu le disais, il y a des Français dans tous ces pays-là. Donc, vous retrouverez des compatriotes et un écosystème français qui va des lycées français à Business France, au consulat évidemment, qui est assez développé. Vous avez aussi le petit journal qui est présent, et je peux le dire parce que j'habite en Asie, qui est vraiment la référence de l'information pour les Français dans ces pays-là, donc n'hésitez pas. Et vous voyez qu'il y a pas mal de Français. Alors là, c'est les chiffres des Français inscrits. Vous savez que quand vous partez à l'étranger, vous êtes fortement encouragé à vous inscrire au consulat pour bénéficier de la protection consulaire. Malheureusement, comme ça n'est pas automatique ni obligatoire, il y a beaucoup de gens qui ne s'inscrivent pas forcément. Tout à fait. Donc les chiffres des Français sont toujours bien plus élevés que ce que vous voyez là. Parmi les pays, pour vous donner une idée, où il y a des chiffres de Français inscrits similaires, mais c'est des belles présences françaises quand même, c'est Singapour et Hong Kong. On parle de 11 000 Français inscrits à Hong Kong, en réalité probablement 15-17 000, et à Singapour à peu près la même chose. Ça a beaucoup baissé pendant le Covid, à peu près 30% des Français ont quitté Hong Kong. Pour ce qui est de la Chine, 60% des Français ont quitté la Chine continentale depuis le Covid. Donc en nette baisse, mais là on a une stabilisation, voire une reprise. On a voulu vous donner une idée de certaines sociétés. Bien sûr, il y en a plus de 2000 dans la région française. Ça va des PME aux grands groupes du CAC 40. Mais on a voulu vous donner une idée des entreprises qui recrutent, alors notamment via des VIE, Volontariat international en entreprise, géré par Business France, que je connais bien aussi comme sujet parce que je suis conseiller du commerce extérieur. Et une des missions des CCE, de moi et mes collègues en Asie, est aussi de promouvoir et d'encourager les VIE, donc beaucoup plus de jeunes talents qui viennent en Asie. Et vous voyez qu'il y a des sociétés assez variées. Finalement, Club Med, qui est aujourd'hui détenu par un groupe chinois, a une très forte présence en Asie, son plus gros marché avec l'Europe, donc il recrute régulièrement des gens, y compris dans les bureaux. Et vous avez des groupes dans la finance, dans l'industrie, qui sont très présents dans tous ces pays. Au niveau des réalités administratives, c'est assez dense, donc on ne va pas avoir pour vocation de couvrir tous les types de visas. Ce que je veux vous dire, c'est que on voit pas mal de jeunes, y compris dans notre entreprise, qui viennent en PVT. Le permis vacances-travail, Work Holiday Visa, c'est une offre qui permet aux jeunes Français et d'autres pays de partir assez facilement pour une période de 12 mois avec 2 contrats de 6 mois maximum. Très simple, très fluide. Vous pouvez partir comme ça dans une série de pays qui va de l'Australie, il y en a énormément, c'est le Canada, c'est la Nouvelle-Zélande, et dans la région, vous avez aussi Hong Kong, Taïwan, la Corée. Donc il y a beaucoup de jeunes Français qui viennent à Hong Kong, par exemple, chaque année, et qui se demandent s'ils peuvent le faire à Singapour. Alors, Singapour, c'est un cas un peu particulier parce que c'est le seul pays d'ASEAN où on peut faire un Work Holiday Visa, mais c'est une formule un peu différente qui n'est pas renouvelable, c'est 6 mois uniquement. Vous avez quelques détails sur ce slide. Sinon, je vous confirme que le Work Holiday Visa, c'est très populaire. Beaucoup de Français vont en Corée, à Taïwan, à Hong Kong chaque année. Beaucoup de jeunes, il y a des groupes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous informer. Bien sûr, les digital nomads, c'est une catégorie qui a explosé, notamment depuis le Covid. Des opérateurs, des travailleurs freelance, comme vous peut-être aujourd'hui, qui disent plutôt que de vivre ici en France, je peux faire mon travail de partout, être en télétravail, et donc autant le faire dans un pays où la qualité de vie perçue, le coût de la vie est assez bas, et donc je peux avoir une très belle expérience. Il y en a pas mal à Bali, il y en a en Thaïlande, et vous pouvez voir les chiffres de certains pays aussi qui cherchent à les attirer.
Les visas, je vous dirais qu'un pays aujourd'hui où c'est pas très simple, c'est Singapour. Singapour, on parle de Employment Pass et il y a malheureusement pas mal de, euh, de changements à Singapour. Nous, on le voit parce qu'on y va fréquemment et on a pas mal voilà, de clients là-bas, on travaille beaucoup là-bas. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens. D'une part, l'économie, c'est un petit peu tendu et Singapour a tendance à être un pays, une cité-État, hein, comme tu disais, qui, dès que l'économie se tend, protège son marché intérieur, donc a tendance en fait à, on va dire, privilégié quelque part, et ça se comprend économiquement, c'est ressortissant, donc plus de travail pour les Singapouriens. Donc en fait, ils ont, on va dire, rétréci les conditions d'octroi d'un visa pour favoriser le marché intérieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'Employment Pass, le EP, il faut des niveaux de salaire quand même assez élevés, trouver des entreprises qui sont prêtes à faire le pas de vous recruter plutôt que des locaux. Et en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Hong Kong, à cet égard-là, reste un endroit où, nous, on le voit quand on fait des visas pour les collaborateurs, continue d'être assez ouvert. L'économie, bien sûr, s'est tendue en Chine, à Hong Kong, comme partout dans le monde, mais il reste assez ouvert sur les visas. Voilà, je pense que c'est une transition assez rapide sur la partie santé. Et avant de passer la parole à Rachida Kassi, juste vous rappeler très brièvement les grands sujets. Quand on est en France, on ne réalise pas de la santé qu'on doit couvrir quand on est à l'étranger. Il y a bien sûr la médecine courante, donc ça c'est vos toubibs et vos visites voilà, quotidiennes, l'hospitalisation, mais aussi toutes sortes d'autres choses, dans le dentaire, dans la maternité. Et c'est des sujets sur lesquels la CFE a des offres assez intéressantes et compétitives. Rachida, à toi. Merci Julien, merci de partager ton expertise avec nous aujourd'hui. C'est important pour la CFE de t'avoir parmi nous. Donc peut-être, je vais pas être très longue, mais juste expliquer ce qu'est la CFE. Donc la CFE, c'est la caisse. La CFE, c'est une caisse de sécurité sociale, donc régie par le Code de la sécurité sociale, donc qui s'adresse et qui couvre expressément les Français qui résident à l'étranger. Donc sur la partie santé aujourd'hui qui va nous intéresser, voilà, on couvre la partie santé. En fait, on transpose les mêmes règles que la sécurité sociale, les mêmes garanties que la sécurité sociale pour tous les Français et les Européens qui vivent à l'étranger. Donc les garanties, je les rappelle, hein, donc c'est la partie santé, maladie, maternité, invalidité. Il y a pour les salariés la prévoyance, donc qui consiste à prendre en charge les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et enfin, la retraite. Donc aujourd'hui, on va surtout parler de la partie santé, mais il y aura d'autres conférences tout au long de la semaine où on abordera les autres garanties dans le détail. Donc on est présent partout dans le monde, puisque je le disais, hein, notre particularité, c'est de couvrir les Français et les Européens. Donc on vous suit vraiment partout dans le monde. Et c'est pour ça que pour nous, c'est important, sur une zone comme l'ASEAN et l'Asie, de pouvoir avoir un représentant qui puisse vous conseiller dans les offres CFE. Donc la CFE pardon, transpose en plus des garanties les mêmes valeurs que la sécurité sociale. Donc à savoir une sécurité sociale pour tout le monde, un accès aux soins pour tout le monde. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de questionnaire médical, il n'y a pas d'exclusion médicale et il n'y a pas de pays non plus exclu. Donc c'est vraiment tout le monde et dans tous les cas de figure. Pas de statut non plus, sauf sur la garantie prévoyance et retraite où il faut être salarié. Notre rôle, c'est d'assurer la continuité des droits. Donc, en plus de transposer les mêmes garanties, on va transposer, en fait, on va vous couvrir au départ de France dans les médias et au retour en France. Vous serez, pareil, il y aura aussi une conférence d'ici la fin de la semaine sur le retour en France. Il est possible d'avoir une carence qui vous est appliquée par le régime général. Donc, pendant ce temps-là, la CFE prend en charge la carence. Et puis, depuis quelques temps maintenant, on permet aux Français expatriés, enfin en tout cas aux clients de la CFE, de conserver leur carte vitale. Donc, ils peuvent utiliser lors de leur retour en France. Donc, la carte vitale permet, je le rappelle, de ne pas avoir avancé les frais de ce que la Sécu ou la CFE pourrait rembourser. Donc, en termes de santé, pour les particuliers, on offre 4 produits, pardon.
Donc, on a notre produit phare donc, qui s'appelle le Monde Expat Santé, qui permet de couvrir partout dans le monde, y compris lors de séjours temporaires en France. Donc, la déclinaison pour les jeunes, donc pour les jeunes de moins de 30 ans. On a le produit France Expat Santé, donc qui s'adresse aux personnes qui sont soumises à l'obligation de cotiser localement. Mais donc, du coup, le fait de cotiser à des assurances locales obligatoires vous coupe du système de soins français. Et donc, la CFE vous permet aussi, je le disais tout à l'heure, de conserver vos droits en France. Et puis, pour les retraités, on a le produit Retraite Expat Santé qui, à l'inverse du France Expat Santé, ne couvre que les frais de santé à l'étranger parce que les retraités qui ont cotisé au moins 15 ans à un système de retraite français et qui perçoivent une pension de retraite française ont leurs soins en France qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc, tous ces produits sont disponibles en version seule ou en famille, sachant que la tarification famille est la même que vous soyez 2 ou 4 sur le contrat. Donc, vous l'avez vu, on couvre soit et les soins en France et les soins à l'étranger, soit que les soins en France, soit que les soins à l'étranger. Et puis, pareil, depuis un certain nombre d'années, on a une plateforme dématérialisée, un espace client qui vous permet d'être assez autonome et d'être en contact avec la CFE 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, la CFE, donc je le répète beaucoup, hein, c'est la sécurité sociale finalement. Donc, partout dans le monde, il est important d'avoir une complémentaire santé, puisqu'on n'a pas vocation à couvrir 100% des frais de santé. Donc, on vous a mis à l'écran en moyenne combien coûtait la cotisation CFE en fonction donc de la situation, un célibataire de 28 ans, un couple de 35 ans, mais c'est que la part CFE. Et donc, sur des pays d'ASEAN, donc on le verra un peu plus tard, juste après, la CFE ne va pas rembourser dans les mêmes conditions. Donc, si on prend Hong Kong, par exemple, le coût de la santé va être extrêmement cher. Donc là, il faut vraiment, vraiment penser CFE avec une complémentaire santé. Donc, concrètement, ça se passe comment ? Donc, on transpose ce que la sécurité sociale française va rembourser en France. Donc, par contre, dans le monde entier, le niveau le coût de la santé n'est pas le même, il est vraiment différent. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé le monde en 5 zones, de la zone 1 à la zone 5. La zone 1 est la zone où la prise en charge CFE, la prise en charge est plutôt, est la meilleure. Et la zone 5, ça va être les coûts, là où les coûts de la santé sont très élevés. On va retrouver Singapour, on va retrouver Hong Kong, on va retrouver les États-Unis. Et donc, le coût des remboursements de la CFE va être mineur. Donc, à l'écran, on vous a affiché donc, tous les pays de l'Asie, ASEAN, enfin Singapour et l'ASEAN, l'Asie du Sud-Est, et donc les niveaux de prise en charge. Donc, je vais donner un exemple très simple. Sur une consultation généraliste, en France, ça va vous coûter entre 25 et 50 euros en moyenne. La sécurité sociale va vous rembourser 18,55 €. Donc nous, la CFE, sur une consultation généraliste, partout dans le monde, on va rembourser 18,55 €. Donc soit, si vous regardez dans nos tableaux de garantie, soit on a exprimé nos remboursements en forfait, donc en euros, soit en taux de prise en charge. Et quand c'est un taux de prise en charge qui est exprimé, c'est un taux de prise en charge par rapport à la facture réelle. Donc, peu importe quel est le montant que vous allez payer en fonction de l'acte réalisé, si je prends en zone 1 une hospitalisation, la CFE remboursera 67% de votre facture, donc de l'intégralité de ce que vous aurez payé. Donc, tous ces éléments, vous pouvez retrouver à la fois notre tableau de garantie et nos tableaux de remboursement sur notre site internet dans la rubrique documents clés. Mais effectivement, il est important d'accompagner les remboursements CFE d'une complémentaire santé pour éviter le moins de reste à charge possible de votre part. Et donc, pour ça, Julien et donc son entité Aléa sont les meilleurs conseillers pour vous aider à prendre la meilleure solution, la plus adaptée en fonction de votre situation et en fonction de vos besoins. Du coup, je repasse la parole à Julien, peut-être pour insister sur le coût de la vie dans les différents pays. Merci Rachida. Ok. Donc sur le coût de la vie, effectivement, c'est un sujet sur lequel il faut bien faire ses devoirs, bien faire son travail avant le départ.
On voit beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à considérer les expatriations, à chercher les opportunités, à se renseigner sur les endroits où il faut vivre et même sur les langues, mais qui n'ont peut-être pas poussé assez loin le sujet, combien ça coûte, combien coûte la vie, et on voit parfois des désillusions, des retours un petit peu, voilà, plus tôt que prévu, pas en urgence, mais des gens qui malheureusement, a posteriori, euh, se disent que peut-être c'était un peu trop compliqué financièrement. Donc c'est pour ça que je vous encourage à vraiment vous renseigner en amont sur ce qu'on peut gagner, combien ça coûte et quels sont les principaux postes de dépenses. Alors, on a des pays très très différents sur cette zone-là. C'est extrêmement varié, je dirais probablement plus que quand vous êtes en Europe, ou en tout cas autant, mais c'est vrai que c'est des pays où il y a des grandes inégalités. Et quand vous regardez les pays les plus chers de cette zone, bien sûr, qui sont Singapour et Hong Kong, même au sein de ces pays-là, c'est des pays très inégalitaires. Inégalitaires pourquoi? Parce que vous n'avez pas les filets sociaux qu'on a en France. Je prends un exemple, à Hong Kong, vous n'avez quasiment pas de charge patronale, pour ainsi dire zéro. Donc votre employeur ne cotise pas pour vous, il n'y a pas de retraite. Tout est à votre charge et il n'y a pas non plus de cotisation salariale. Il n'y a pas non plus d'assurance chômage, toutes ces choses-là n'existent pas. Donc c'est vraiment à vous de voir combien vous pensez que vous pouvez gagner, quelles sont les opportunités que vous pouvez trouver, et ensuite de bien calculer au cordeau vos dépenses. Voilà. Bien sûr, il y a des pays qui sont beaucoup plus chers que d'autres. On a parlé de Singapour, Hong Kong, et des pays beaucoup moins chers. Donc si vous regardez par exemple la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam, les pays qui sont à peu près au milieu, on va dire, c'est des pays dans lesquels vous pouvez vivre, notamment si vous êtes retraité ou si vous êtes voilà, freelance avec des petits montants pour des petites sommes par mois. Vous n'aurez par contre pas accès à beaucoup de choses, notamment les offres plus internationales dans ces pays-là. Parmi les pays les moins chers, il y a l'Indonésie. Certaines parties de l'Indonésie, bien sûr, sont beaucoup plus touristiques et regorgent d'expats, donc c'est plus cher, mais il y a des coins pas chers du tout. Le Cambodge reste un pays où il fait bon vivre et où le coût de la vie est assez bas. Et si vous regardez parmi les dépenses importantes dans ces pays-là, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, il y a souvent l'éducation. Alors c'est vrai qu'en France, l'éducation est largement supportée par la collectivité, c'est-à-dire par l'impôt, donc l'éducation publique, qui est en français bien sûr pour nous tous, et à un coût très faible que vous prenez vous en charge outre impôt. Dans les pays du réseau AEFE, c'est-à-dire qu'il y a des lycées français quasiment partout dans le monde, il y en a plusieurs en Chine, il y en a à Hong Kong, à Singapour. Celui de Hong Kong a 2000 enfants à peu près, celui de Singapour aussi, donc c'est des gros établissements excellents avec des ressources et des niveaux, on va dire, comment dirais-je, d'installation sportive notamment exceptionnelle, une prise en charge individuelle de très bon niveau. Par contre, tout cela a un coût. Alors, quand vous regardez les lycées français de ces endroits-là, on parle de 2000, 2500 euros par enfant par mois. Donc, c'est vrai que c'est des sommes qui apparaissent très importantes pour une personne qui vient de France, à rapporter au fait qu'à Singapour et à Hong Kong, les impôts sont beaucoup plus bas que ce que vous connaissez ici en France. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels, sans être expert, je les pratique au jour le jour. Donc, si vous avez des questions ensuite ou vous voulez échanger dans le cadre d'une expatriation, n'hésitez pas, mais il faut avoir ça en tête. Vous voyez que les pays dans lesquels la vie est beaucoup plus basse ont aussi des coûts pour ce qui est lycée français plus bas. Il y a bien sûr des lycées internationaux non français, mais c'est vrai que souvent les lycées britanniques ou américains apparaissent comme beaucoup plus chers, par exemple ceux de Phuket, que les lycées français qui sont plus bas. Et il y a aussi l'offre locale, bien sûr, donc les écoles publiques pour les enfants. Mais c'est vrai que dans le cadre d'expatriation avec un couple qui est franco-français, c'est beaucoup plus compliqué parce que bien sûr, il y a la barrière de la langue. Quand c'est des couples mixtes, franco-chinois en Chine, il y a des gens qui vont dans des enfants qui vont dans les écoles chinoises. Ça se fait beaucoup mieux. Enfin, et pour faire une liaison sur ce que disait Rachida, il y a le sujet de la santé privée. Alors, Hong Kong est le deuxième pays au monde le plus cher pour ce qui est de la santé privée après les États-Unis, qui est numéro un. Et vous avez finalement très vite, après Hong Kong, Singapour et la Chine, qui sont également des pays où la santé privée coûte très cher. Alors, combien ça coûte? Là encore, c'est variable, ça dépend des cliniques, des quartiers. Plus c'est des endroits pour expatrier, plus c'est cher. Mais on va dire que c'est pas rare à Hong Kong de payer 100 euros pour une consultation de généraliste.
Pareil à Singapour, plus ou moins. Et hospitalisation, ça peut chiffrer très vite. Je vous parle d'une hospitalisation que j'ai eue moi il y a 3 ans, été 2024, donc un peu moins de 2 ans. Et c'était presque 30 000 euros pour 2-3 nuits d'hospitalisation. Ce n'était pas quelque chose de dramatique, quelque chose qu'il fallait faire, donc ça peut chiffrer très vite. Accouchement, Hong Kong, Singapour, ça peut être 10 000, 15 000, 20 000 euros selon la voie qui est préférée. Donc encore des sommes qui bien sûr existent en France, mais qu'on ne voit pas forcément parce que tout cela est pris en charge. Donc sur la santé privée, je vous invite fortement, bien sûr, à nous contacter, à parler à la CFE, à vous renseigner sur les options qui existent. Ne négligez pas ça. On voit trop souvent des gens qui, faute d'avoir fait leurs recherches, ont des gros pépins, pas juste de santé, mais administratifs et financiers. Il y a bien sûr des assurances voyage. Les assurances voyage, c'est par vocation temporaire et attention, elles ne couvrent pas vos conditions préexistantes. Donc, si demain vous vous pointez pour une hospitalisation en Asie avec une assurance voyage et qu'il s'avère que la somme à payer par l'assureur est liée à un pépin que vous avez eu dans le passé, ils ne paieront pas la facture. Conditions préexistantes exclues. Donc, renseignez-vous bien. Sur les options de complémentaires CFE, il en existe beaucoup. On en compare tous les jours de pas mal d'assureurs français et on pourra vous renseigner là-dessus. Donc voilà pour ma présentation, pour ma partie. Et je pense que on va pouvoir parler peut-être des questions, si vous en avez. C'est des slides très rapides qui avaient été préparés, qu'on pourra vous faire suivre sur la CFE et sur Aléa, ce qu'on peut faire pour vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'avant de passer aux questions, je voulais juste conclure. Vous avez bien compris, le message, je pense qu'il est limpide. C'est avant de partir, il faut se préparer, il faut se renseigner. Je sais qu'il y a énormément d'informations un peu partout, évidemment en ligne. On ne sait pas trop à qui s'adresser, etc. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à prendre un rendez-vous à la maison de l'expatriation. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Est-ce que tu veux prendre le fil? Oui, alors, moi, je vais prendre les questions faciles et Rachida les plus difficiles, c'est ça? Alors, il y a une question sur de combien de jours est la carence. Donc, ça vient d'un monsieur qui nous pose la question et je pense qu'il parlait peut-être du délai de carence quand on souscrit à la CFE. Alors, il y a deux... Pardon, merci. Non, en fait, j'ai parlé du délai de carence lors du retour en France. Que la sécurité sociale impose. Donc, en fait, quand on revient en France, ça dépend de la situation dans laquelle on est lorsque l'on rentre en France. Mais quand on rentre en France et qu'on ne reprend pas une activité professionnelle, dans l'immédiat, le délai de carence peut est de 3 mois. Donc, pendant 3 mois, on ne peut pas prétendre à des remboursements de soins par la sécurité sociale française. En revanche, si on revient et que le premier jour le premier jour où on revient, on reprend immédiatement une activité professionnelle, on est pris en charge automatiquement par la sécurité sociale. Enfin, automatiquement, non, c'est pas le terme. On cotise automatiquement par le biais de son employeur et du coup, ça ouvre des droits. Maintenant, il faut compter le délai administratif pour pouvoir, pour que la sécurité sociale, puisse prendre en compte votre demande. Sinon, effectivement, j'en ai pas parlé, mais lorsque l'on cotise à la CFE, si on ne cotise pas au départ de France, donc c'est-à-dire dans les 3 mois qui suivent le départ de France, effectivement, on a une carence qui est appliquée. Elle est de 3 mois lorsque l'on a moins de 45 ans et de 6 mois lorsque l'on a plus de 45 ans. Et au retour en France, si on a souscrit à la CFE et qu'on a ce délai de carence qui est mis en place par la sécurité sociale, la CFE opère ce qu'on appelle un maintien de droit. Donc, c'est la CFE qui prend la main sur les remboursements le temps que que vous soyez repris par le régime général. Alors, une autre question intéressante qui est, y a-t-il à Hong Kong ou aux Philippines des offres d'emploi à destination de retraités expérimentés qui ont été cadres et donc avec l'idée que pour un employeur potentiel, ce soit moins cher qu'un expat classique et qui permette à cette personne de valoriser finalement ses compétences. Alors, oui, il y a des offres régulières je dirais, sur cette zone-là, et un besoin, en fait, ça reste, on aurait peut-être pu le rendre plus explicite, mais ça reste une zone où il y a de la croissance, d'accord?
c'est des pays relativement jeunes, avec des grosses poches de population, avec des marchés de consommation importants. Donc, que ça soit dans le luxe, dans le tourisme, dans les services, etc., c'est des populations qui veulent dépenser. Donc, on a des taux de croissance qui vont de 2, 3, 4 à 8, 10%. Ce n'est pas des marchés matures. Donc, bien sûr, il y a de la création d'emplois, un chômage finalement assez bas, là encore avec des variations. Donc, oui, l'idée de partir en Asie n'est pas mauvaise. Par contre, je dirais qu'entre Hong Kong et les Philippines, c'est des marchés très différents. Il faut vraiment bien regarder. Mais moi, je vous dirais tout simplement mon cas. Moi, quand je suis parti à Hong Kong, je n'étais pas expatrié au sens détaché avec un package expat. J'ai fait le saut des États-Unis jusqu'à l'Asie avec un contrat local. Donc, peut-être effectivement, à l'époque, je ne sais pas, il fallait voir avec ma RH, mais moins cher qu'un expat typique. En revanche, qui était tout à fait compétitif parce que Hong Kong reste un endroit comme Singapour où vous avez quand même, on va dire, un marché du travail assez développé, des bons salaires. Donc moi, je vous dirais que oui, il y a certainement des opportunités, des besoins. Je ne sais pas quelles sont vos compétences, mais je vous invite à vous rapprocher de la CCI, de l'écosystème français sur place, des chambres de commerce pour voir s'ils pensent qu'il y a des matchs et des opportunités pour vous. Il y a une question d'une personne qui veut se reconvertir développeur web. De manière générale, est-ce qu'on se reconvertit? Est-ce qu'on se dirige vers l'Asie? Vous avez déjà un peu répondu à la question, mais... Oui, alors c'est vrai que développeur web, nous, on a voilà, dans l'équipe des collègues qui font ça, qui nous disent qu'il y a un gros besoin. Par contre, pour être... Donc, si la personne, on va dire, veut faire ça en freelance, si la personne veut faire ça en freelance, partir et qu'elle trouve par elle-même ses propres clients, je dirais que oui, s'installer en Asie, ça reste une super option. Si la personne, comme on disait pour les digital nomads, est basée en Thaïlande ou à Bali, c'est vrai que ça fait rêver pas mal de monde. Elle trouve ses clients, elle s'en occupe. À part le décalage horaire, franchement, c'est une formule assez gagnante. Après, si c'est travailler pour une structure qui vous embauche comme développeur web, je vous avoue qu'il y a une petite tension. Des jobs, il y en aura toujours, mais il y a une petite tension, notamment par exemple au Vietnam, où il y a énormément d'équipes tech pour servir les clients ASEAN. Je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui voilà, trouvent le marché du travail plus dur parce que on voit bien les effets de l'IA, des énormes entreprises SaaS notamment qui coupent 10, 15, 20% de leurs salariés dans les parties IT et tech, les cabinets de consulting qui font pareil. Donc je dirais qu'il y a deux réalités. Là encore, je vous invite à bien regarder ce qui serait disponible pour vous. Il y a une question sur... Alors, juste peut-être pour compléter, en fait, on est sur une semaine maison de l'expatriation et il y a différentes conférences et je crois qu'il y en a une dédiée à la recherche d'emploi à l'étranger demain à 11h, je crois, si je ne dis pas de bêtises, heure française, tout à fait. Donc voilà, et puis il y a le site aussi de la maison de l'expatriation où vous pouvez aussi trouver pas mal de coordonnées, d'informations. Donc vraiment, n'hésitez pas, la semaine est vraiment faite pour ça, pour vous aider à concrétiser votre projet d'expatriation. Une petite question d'une dame qui demande: une couverture santé uniquement dans le pays d'accueil suffit-elle? Alors, c'est mieux que rien, une couverture santé dans le pays d'accueil. Pour faire simple, je vous dirais que vous avez trois options, quel que soit le pays où vous allez, et ça va même au-delà de l'Asie. Quand vous êtes expatrié, vous avez l'option bien sûr, d'être couvert via le travail, mais le problème, c'est que si vous perdez le travail, vous perdez la couverture. On voit ça assez souvent. Vous avez donc, première option, prendre une assurance santé locale, d'accord, avec un assureur local. Donc, c'est une offre d'assurance qui est faite pour les gens qui vivent dans le pays. Vous pouvez bien sûr souscrire à ces options-là. En général, par contre, elles vont assez mal ou de façon pas toujours très fluide vous couvrir si vous avez des soins dans d'autres pays, évidemment, notamment la France. Type, vous prenez une assurance en Malaisie par un assureur malaisien, c'est une assurance faite pour le marché local qui n'a pas vocation à être faite pour des Français, donc pour vos besoins et vos habitudes de consommation. Deuxième option, c'est une assurance santé internationale non française. Donc, il y a plein d'assurances expatriées allemandes, anglaises, américaines. On bosse, nous, avec une trentaine de ces offres-là. Elles ne sont, là encore, pas toujours les plus compétitives. Là, je parle du prix, parce qu'il est vrai que lorsqu'on est français, prendre des assurances, notamment en complément CFE,
notamment, revient beaucoup moins cher dans la grande majorité des cas que prendre une assurance française au premier euro. Ça veut dire que si vous prenez une assurance expatriée au départ de France ou quand vous êtes arrivé avec un assureur français ABC, cette offre-là au premier euro sera souvent 10, 15, 20% plus chère que si vous la prenez en complément CFE et vous aurez exactement les mêmes garanties. Ouais. Donc voilà les 3 options. Merci. Et si je pouvais compléter, je dirais, alors ça peut suffire à un moment donné, mais effectivement, donc il y a toute cette partie où ça ne couvre pas du coup en France, si vous prenez une assurance locale. Et puis l'autre point, c'est que beaucoup d'assurances privées, peuvent exclure des pathologies ou, des conditions préexistantes. Donc, à tout moment, vous pouvez ne plus être couvert par votre assurance privée. C'est ce que j'ai longuement expliqué sur, les valeurs de la CFE. Donc on transpose les valeurs de la sécurité sociale, hein. Donc nous, on n'exclut personne, donc à tout moment, alors même si les remboursements ne sont pas toujours complets, c'est pour ça qu'il y a ces offres complémentaires, mais vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises comme vous pouvez en avoir avec, une assurance complètement privée. Alors, il y a une question qui est un peu plus voilà, sur la création de société, mais très rapidement pour vous donner une idée un peu des sujets couverts. La Thaïlande demande une personne locale dans la création d'une société qui détient 51% des parts. Est-ce partout pareil? Non. Ça dépend, je vous dirais de façon générale, et je ne porte pas de jugement sur quel pays est compétitif ou pas. Ça dépend du niveau en général de développement du pays, hein. Plus un pays est développé en général, plus vous avez une libre circulation des capitaux, facilité à créer des entreprises, on va dire moins de bureaucratie et parfois de corruption aussi. Souvent. Donc, je dirais qu'à Singapour, à Hong Kong, dans des endroits comme ça, vous pouvez être un étranger, créer une société en détenant 100%, il n'y a pas de problème. Et ça se fait très rapidement et très bien, comme tous les services publics d'ailleurs de ces pays-là, puisque vous avez une administration qui est à votre service, qui a on va dire des objectifs à atteindre et qui vous traite vraiment quasiment comme un client avec un très très haut niveau de service. Par contre, dans des pays qui sont, on va dire, un peu plus frontières, des pays qui sont vraiment encore en développement, ben forcément, il y a des choses qui ne sont pas toujours dans les clous et c'est un peu plus compliqué. Je voulais juste compléter ce que dit Julien, c'est que lepetitjournal.com, c'est un média qui est dédié aux communautés françaises. On a une quarantaine de correspondants un peu partout dans le monde, et notamment en Thaïlande, en Indonésie, à Singapour, en Australie, au Vietnam, et j'en passe d'autres. À Hong Kong. À Hong Kong aussi, bien sûr, tu as raison. N'hésitez surtout pas à aller sur lepetitjournal.com pour ce genre d'informations, comment entreprendre, comment créer une entreprise. On a évidemment fait beaucoup de recherches et nos correspondants sur place sont très actifs sur ces recherches-là aussi, donc surtout n'hésitez pas. Merci Capucine. Une question maintenant sur les pays. Alors, on a parlé des opportunités. Je pense qu'il y avait une question sur les plus de 60 ans qui était un peu plus haut peut-être. Voilà, par rapport à la couverture sociale. Quels pays sont les mieux dotés au niveau des infrastructures santé? Très bonne question de Françoise qui demande quels sont les pays les mieux et les moins bien dotés. Alors, les mieux dotés, si on parle d'une offre d'hôpitaux et de soins ambulatoires qui est, on va dire, moderne, de très haut niveau, avec des médecins qui parlent anglais, je vous dirais Thaïlande, Hong Kong, Singapour. Par contre, Hong Kong et Singapour vont être beaucoup plus chers. Hong Kong, pour vous donner une idée, il y a 42 hôpitaux publics, 12 hôpitaux privés. Bon, les 12 hôpitaux privés sont là où vont à peu près tous les gens de la classe moyenne plus à Hong Kong. Donc Hong Kong, encore une fois, 7-8 millions d'habitants, donc à peu près la Suisse. Et ces hôpitaux-là, vous avez un niveau de service qui est exceptionnel. Vous voulez être admis demain, vous êtes admis demain. Vous voyez des médecins facilement. C'est des hôtels 5 étoiles. Par contre, forcément, ça a un coût. En Thaïlande, évidemment, le tourisme médical en Thaïlande est très connu. Vous avez des médecins qui parlent anglais formés dans les meilleures universités anglaises ou américaines. Des hôpitaux, là aussi, qui sont quasiment des hôtels 5 étoiles. Tout est fait immédiatement et de façon personnalisée, mais pour un coût plus bas que Hong Kong ou Singapour. Ensuite, je dirais que quand on va dans des pays comme le Cambodge,
Bon, ça devient un peu plus compliqué en termes de soins. Donc, c'est vrai que les expatriés ont tendance, lorsqu'ils ont des gros soucis, à se faire hospitaliser ailleurs, notamment, par exemple, à Singapour. Je voudrais juste parler quand même outre la Thaïlande, qui est vraiment leader en termes de qualité de soins de santé, donc une référence en Asie à des coûts plus bas que Hong Kong ou Singapour, je voudrais parler de la Malaisie. La Malaisie est un pays qui a un excellent système de santé avec des grands groupes privés en réalité, qui sont aussi présents à Singapour, comme Gleneagles, etc. Et c'est vraiment des hôpitaux de très haut niveau. Voilà, là aussi moins cher que Singapour, bien sûr, mais vous êtes juste à côté. Allez-y. Ouais, il y a plusieurs fois la question qui revient sur la retraite. Oui. Est-ce qu'il y a des pays où c'est plus ou moins facile ou une opportunité presque de prendre sa retraite? Question difficile, hein. Alors, ça dépend de ce qui Ouais, vous plaît, ça c'est ça. dépend de ce qui vous intéresse. La plage, la ville, mais voilà, avec quand même beaucoup de monde autour. En termes de coût de la vie, il faut être très clair. Hong Kong et Singapour ne sont pas des endroits pour prendre une retraite. Okay, c'est des endroits qui sont excellents dans les décennies et les années productives de votre vie. Donc, quand vous travaillez, quand vous avez un salaire qui vous permet de payer ce coût de la vie qui est élevé, vous avez des impôts très bas. Par contre, il n'y a pas beaucoup de gens, je peux vous dire, dans la communauté française à Hong Kong, et on la connaît très bien, qui vont s'installer à Hong Kong pour la retraite. Il peut y en avoir qui ont des attaches familiales, mais sinon, le coût de la vie va être 2, 3, 4, 5 fois plus élevé que dans les pays qu'on a cités. Alors, quels pays sont des pays chouettes pour la retraite? Il y a la Thaïlande, bien sûr. Il y a des pays comme le Vietnam qui restent des pays aussi très attractifs, très variés, très grands pays, beaucoup de choses à voir et une vie au quotidien entre bon, la nourriture et les autres choses qui n'est pas très chère finalement. Attention, la santé par contre reste un sujet. Donc c'est vrai que bon, plus on avance en âge en général, plus on a des sujets santé où on peut en avoir. Donc il y a cette partie-là à pas négliger. J'entends donc qu'il faut bien se préparer, bien regarder en amont le coût de la vie, le système de santé. C'est vraiment important avant de se lancer dans la retraite, sachant qu'aujourd'hui, au niveau administratif, c'est quand même très simplifié et les certificats de vie qui sont mis en ligne sur une application maintenant pour déclarer sa retraite chaque année pour pouvoir continuer à toucher ses pensions françaises. Voilà, petite précision. N'hésitez pas encore une fois à aller sur le site du Petit Journal. On s'est renseigné sur la retraite. Pas mal. Oui, bien sûr. Non, mais je pense qu'il a été dit hein, à plusieurs reprises. Voilà, enfin, si on organise aussi ces sessions-là, c'est pour vous inciter à bien préparer. Et je crois que Julien et Capucine ont été très clairs. Hein. Il faut préparer, il faut vraiment se poser toutes les questions. Et ça, pour les personnes qui veulent partir. Pour celles qui sont parties, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard. Donc, si ça n'a pas été fait avant, bah, ce n'est pas trop tard de se réinterroger sur tous ces éléments. Et puis, vous avez nos contacts qui sont affichés, qui sont présents sur l'ensemble des sites. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. J'en profite pour dire qu'il est encore possible de prendre des rendez-vous personnalisés. Il y a des créneaux, on a rouvert des créneaux encore ce matin, donc n'hésitez pas à vous faire valider ou à poser toutes les questions que vous voulez. Et là, vous aurez des réponses vraiment personnalisées en fonction de vos besoins. Merci Rachida, tu as tout dit comme d'habitude, donc c'était très clair et merci beaucoup Capucine. Moi je suis vraiment ravi, je voulais juste vous dire à titre personnel, après les années Covid qui ont été dures, de voir l'intérêt, l'engouement même pour l'Asie. C'est une région fascinante. De Singapour, vous êtes à 1 heure, 2 heures de vol, 2 heures de Bali, 1 heure de la Thaïlande, de la Malaisie, de plein d'endroits. De Hong Kong, pareil, on bouge beaucoup dans la région, on voit beaucoup de Français. Et c'est vraiment chouette de voir des gens qui s'intéressent beaucoup de nouveau à cette région. Merci. Merci.